Nova. Nova. Est-ce que tout le monde est bien installé? Est-ce que tout le monde a le cœur bien accroché? Est-ce que tout le monde a bien enfilé sa blouse? Parce que ça peut éclabousser, attention. Voilà, merci. Je vais vous lire un extrait du dernier roman de Bruce Bégou, qui est écrivain, professeur de philosophie à l'université de Bordeaux, auteur, parmi de nombreux ouvrages qu'il a publiés, d'un excellent recueil de nouvelles, L'accumulation primitive de la noirceur, qui m'a valu de le rencontrer pour une émission sur cette antenne en 2014. Bruce Bégou a visiblement décidé d'aller encore plus loin dans la noirceur primitive. Son dernier roman s'intitule « On ne dormira jamais ». Il est sorti il y a 2 semaines aux éditions Alia. On y fait la connaissance du directeur de l'Hôtel, un institut médico-légal qui accepte cette étrange proposition, abriter dans sa morgue un club clandestin, une discothèque. Frontière de la ville, commence alors dans ce lieu la lente dépravation de cette institution et le récit de son propre effondrement mental. Dans la chambre froide cohabitent joie, quête du divertissement, oubli, angoisse, et quand au dehors le mal jaune s'abat sur la ville et se propage, les cadavres s'amoncellent à l'hôtel, nous prévient la 4e de couverture. Si les cadavres s'accumulent, il faut donc de vrais professionnels pour s'occuper d'eux, des médecins légistes passionnés et rigoureux, comme dans la série Six Feet Under. Voici une scène d'autopsie qui est également un petit tour de force sur le plan de l'écriture que j'ose ici qualifier, sans trop rougir, de chirurgical. Nova Bookbox. Parfois, une page suffit. La lame fend le beurre doux de la chair. C'est presque à la portée de tout le monde. Ensuite, ça se pèle comme une mangue. On tire le derme vers l'arrière, délicatement. Tout vient, se détache. On voit presque ses gants à travers, ses doigts qui remuent. Un étal de primeurs se dévoile alors, des agrumes, des tubercules sur des lits de sang. C'est le moment d'attaquer la paroi thoracique au sécateur. On sectionne les côtes telles des branches mortes et on retire l'ensemble comme le plastron d'une armure. Les scalpels tintent sur les plateaux en inox. Ça résonne dans la salle et puis, si l'on n'a pas besoin de faire un examen anapathologique trop approfondi, on peut commencer les prélèvements. D'abord le bloc cœur-poumon, le plus facile à extraire, une sorte de vieux couple rouge-beige. On descend ensuite lentement, pancréas, foie, rate. On manipule avec précaution la poche molle et humide de l'estomac. Elle gicle toujours un peu, fait sa récalcitrante. Soudain, le scalpel heurte un os et dérape. Toute autopsie est un enchevêtrement de routines et de surprises. Des gestes mécaniques dansent avec le hasard. On improvise dans le cadre prévu, puis le gros morceau arrive. Pour la fin, les longs boudins intestinaux. On dirait des chipolatas blanchis que l'on n'a pas encore eu le temps de calibrer. On les entortille comme un câble audio et les dépose dans des bacs en émail. Si l'on est observateur, on prend alors plaisir à examiner les micro-téguments des reins qui rougeoient. De temps en temps, on jette un coup d'œil au visage. La mâchoire crispée ne laisse passer aucun son. Les cils ne remuent pas. On peut continuer, la voix est libre, le client est d'accord. Peut-être devient-on légiste pour éprouver un tel sentiment de puissance, avoir le corps de l'autre à sa main, régner sur des cadavres comme sur un peuple soumis, les toucher, les percer, les évider, sans qu'ils y trouvent à redire. Lorsque c'est une judiciaire, on s'applique un peu plus. On fouine dans ce magasin à la recherche des congestions, des œdèmes, des anomalies. On chasse l'indice dans les entrailles. Les profanes ne comprennent pas cette excitation du voyage anatomique. Ils ne perçoivent pas le cœur qui s'emballe, la gorge qui se noue, lorsque débute le ballet sanguinolent des inspections où l'œil se rince. Ils n'admettent pas les flots de tendresse qui se déversent là, la douceur des extractions. La dissection
n'est qu'une autre façon de dire je t'aime. Mais souvent, les signes se cachent, le flair s'estompe, reste alors une solution, le cerveau. C'est comme une boîte à trésors, il nous en apprend beaucoup, l'heure, le choc, le temps de décomposition. C'est le meilleur indique, une sorte d'espion du corps, de collaborateur muet mais terriblement explicite. J'apprécie le cerveau, c'est mon morceau préféré, le solilès du légiste. J'adore ouvrir la calotte crânienne. Cela demande de la force et de la précision. Il faut scier bien droit à l'égoïne. Ensuite, elle saute comme un couvercle. On a beau être habitué, on est chaque fois ému. Un globe terrestre qui se divulgue, les deux hémisphères, l'isthme de l'encéphale. Sans perdre une seconde, on se repaît du spectacle de la chair crème et cailleuse. Des zones qui se dessinent, de la résille, des sillons. On déplie les parois, on soulève les lobes, on lit les lésions comme sur une page blanche, légèrement froissée parfois. Alors que l'on triture de la pointe acérée le cortex, les lèvres du visage se mettent soudainement à bouger. Il ne s'agit pas d'un réflexe nerveux, ce sont les asticots qui poursuivent leur tâche. Vous n'avez plus le temps de lire. Nova chausse ses lunettes et vous ouvre les portes de sa très grande bibliothèque. Et après les asticots, il y a encore quelques lignes magnifiques sur ce que le narrateur appelle les musts, quand on est médecin légiste, c'est-à-dire les brûlés, les accidentés, les décomposés, et le pire, ce sont les noyés, des corps boursouflés qui menacent d'éclater, de se répandre en solutions limoneuses, ou parfois vivotent des têtards. Il a ce talent du tempo, Bruce Bégou, ce sens de la phrase précise mais pas surchargée, qui crée des images limpides mais toujours bien équilibrées. Je pressens néanmoins que vous avez envie d'en savoir plus sur cette histoire de club, de boîte de nuit cachée dans une morgue. Je vous dirai donc l'essentiel de ce que vous devez savoir à ce sujet dans une vingtaine de minutes, le temps d'un deuxième extrait du dernier roman de Bruce Bégou, On ne dormira jamais. Nova Bookbox. Un club, une discothèque, une boîte de nuit installée dans une morgue. Un club mondain, excentrique et luxueux qui devient en quelques semaines, par sa simple présence dans une morgue où s'amoncellent les cadavres, le repère de branchés gourmands d'expériences extrêmes. C'est l'idée noire au cœur d'un livre intitulé « On ne dormira jamais », sorti il y a 15 jours aux éditions Alia, le dernier roman du français Bruce Bégou, professeur de philosophie à l'université de Bordeaux, par ailleurs membre du collectif Inculte. Question mortelle, auriez-vous envie de vivre une soirée pareille ? D'aller danser dans une morgue au milieu des macabées ? Peut-être que oui, pas vrai ? Nova Bookbox. Allez, sois chou, lis-moi un bout. Le blasement accable les oisifs. Tout a été tenté et les jeux ressemblent à des cordes. Il faut sans cesse inventer autre chose, du nouveau, du jamais vu. Le jeu avec la mort était une façon d'insuffler un peu de vie aux épuisés du monde post-industriel. Valère avait eu encore une fois le nez creux. Les premiers invités étaient ensorcelés par la possibilité de côtoyer les morts. Ils ne les considéraient plus comme des choses à cacher. Ils prenaient plaisir à frôler leur saleté, leur pestilence. Leur goût aseptisé par les produits standards s'ouvrait avec émoi aux pourritures. Même les aspects les plus dégoûtants que je leur montrais lorsque j'acceptais de conduire une visite
ne les rebutez pas. Les piscines de formol, où trempaient des cadavres bouffis, provoquaient chez eux des suées d'extase. Les bacs d'entrailles les menaient au bord du vertige. On aurait dit que certains désiraient s'y rouler. Ils fouillaient des yeux les corps qui les entouraient et tentaient d'en extraire le diagramme des désirs à venir. Comme poétisait l'écrivain, il n'y avait rien ici de morne ou d'insipide, rien qui rappelât le moins du monde les formes et les usages ordinaires. Les soirées privées eurent rapidement beaucoup de succès, cela va sans dire. Elles se déroulaient dans plusieurs salles spécialement aménagées où le rappel du lieu subsistait sous un habillage fantasque. On y buvait, on y dansait, on s'y amusait, on jouissait du flux et de la montre. Le bouche à oreille fonctionna rapidement et les clubbers, c'est comme cela que Valère les appelle, affluèrent. Avec le temps, les soirées devinrent de plus en plus fastueuses et accueillirent des invités rares et prestigieux. Bustiers, fourreaux et décolletés avaient investi l'espace. Les nuits grouillaient d'une animation bizarre. On ne savait plus où l'on était. On se sentait pris dans un tourbillon de sensations, une sorte de transe organisée. Du reste, Valère ne lésinait pas sur les moyens. Scénographie, lumière, sonorisation, costume, tout était bon pour divertir. Une smala dévouée d'employés et d'artistes œuvrait à créer des ambiances surprenantes, abondant de fioritures. Tout cela coûtait beaucoup d'argent, mais le prix du billet d'entrée sélectionnait les plus fortunés. Certains étaient disposés à payer très cher leur dérèglement. Le décor, la musique, les bouquets, les numéros baroques que le club proposait poussaient les formes du divertissement à des marges extrêmes. Personne n'avait jamais conçu cela, certes. Au Moyen-Âge, on installait scènes et foires sur les sols des cimetières. Les charniers constituaient des lieux de promenade et l'on venait méditer sur le caractère transitoire de la vie face à des amoncellements de crânes. La mort se donnait en spectacle dans un but de pénitence des plaisirs et des vices. Mais nul, en Occident, n'avait encore envisagé l'idée d'une telle fête des morts. Il n'y avait plus guère aux confins du monde que quelques tribus païennes esseulées par leurs traditions insondables qui orchestraient de temps à autre des cortèges de Maccabées. Toutefois, Valère ne jouait pas avec des thèmes érotico-macabres. Il ne considérait pas cette présence physique des morts comme un avertissement. Il ne s'agissait pas pour lui de rappeler de manière moralisatrice aux super riches que leur trépas était proche. Il faut le redire ici, le cadavre ne jouait pas au club le rôle du memento mori. C'était un élément à part entière de la fête, un élément clé, celui qui donnait un poids nouveau, une densité inconnue, celui qui la rendait tout à la fois plus lucide et plus ludique.